Impression d'un témoin. 15 soirs. Poing tendu, bouche crispée, face convulsive. 15 soirs, place Dauphine. Quelques héros modernes désignant à la foule, du haut des marches, les personnes élues pour les huer et, si l'on osait, pour le meurtre, et la même tourbe se saluant elle-même. Sous les uniformes des généraux et le dolman du commandant comte Walsin Esterhazy, acclamé par les camelots boulangistes, Monsieur Henri d'Orléans et les douteux éphèbes intermédiaires entre le séminariste et le souteneur. 15 soirs de dégoût, de honte et d'angoisse, avec le frisson inquiet d'assister à un morne spectacle, où le sang coulera peut-être, sans même que les acteurs immondes, au gage de l'antisémitisme, aient l'excuse d'une haine sincère et spontanée. À Bazola, mort aux Juifs, à Laux-le-Blois, à Bas-Picard, à Mort-Yves, Guyot, vive l'armée, vive Esterhazy. 15 soirs de clameurs forcenées, poussés par quelques centaines de brutes sauvages en rut, d'un empereur prochain, d'un soudard quelconque, botté, chamarré d'or, et qui portera la cravache et fera s'ébrouer son cheval noir au milieu d'un état-major d'argousins. 15 soirs. Mais ces mauvaises heures étaient à peine tragiques au prix de celles que j'ai connues pendant 2 semaines, dans la salle des témoins et dans la salle d'audience. Jamais je n'ai plus douloureusement senti combien les hommes sont presque tous des étrangers les uns pour les autres, et qu'il y a entre certains êtres d'irréductibles antinomies, des hostilités farouches et irrémédiables qui ne peuvent prendre fin que par l'écrasement de l'ennemi. J'ai compris la guillotine, la fusillade et les guerres civiles, et ce qu'il y a de défense personnelle au fond de toute révolte. Les généraux nous supprimeront si nous ne supprimons pas les généraux. Ils nous méprisent, ils nous haïssent, avec l'inconscience d'une effroyable bonne foi. Et pour sauver l'honneur des bourreaux, ils feraient allègrement massacrer 100 000 Parisiens par leurs amis, et féal serviteur le hulant. Comme il est très difficile, quand on n'est pas un psychologue aussi averti que M. Maurice Barrès, d'attribuer aux actes des bipèdes humains des motifs uniquement ignominieux, j'ai fait effort sur moi-même pendant quelques jours. J'ai cherché sous les uniformes des âmes fraternelles, j'ai désiré m'apprendre qu'un personnage galonné, appartenant au service de la rue Saint-Dominique, n'était point de toute nécessité un imbécile ou un assassin en puissance. Je crains de m'être trompé pour presque tous, et je le dis avec une profonde tristesse, étant comme l'Antigone antique de ceux qui naquirent non pour la haine mais pour l'amour. Tout d'abord, à la façon de visiteurs qu'on n'a pas présentés les uns aux autres, les témoins se formèrent en groupes sympathiques selon leurs affinités professionnelles. Les militaires d'un côté, dans un coin les anciens ministres, qui semblaient tenir conseil. Ailleurs, les savants et les hommes de lettres qui firent bonne compagnie. Vite bonne compagnie. Dans une autre salle, plus petite, fébrile et prostrée, l'oreille attentive au bruit qui venait de la cour d'assises, quand une porte s'entr'ouvrait, la femme en grand deuil assistée d'un jeune homme triste et grave, son frère et, non loin, le lieutenant-colonel Picard, plus messieurs Trarieux et Scheurer-Kestner, qui, pas une seule fois, n'entrèrent dans la pièce où se tenaient les officiers. Puis, errant dans les couloirs, seul, blême, aux aguets de conversations accusatrices, le commandant comte Walsin Esterhazy, à qui la première journée aucun de ses chefs et de ses camarades ne fit l'aumône d'une parole. Le lendemain, les généraux, pris de pudeur, déléguèrent par ordre quelques subalternes pour converser avec l'homme mis la veille en interdit. Il fut pendant 48 heures possible de causer et de s'abstraire. Mais dès que les dépositions graves commencèrent, il fallut renoncer aux entretiens pleins de sagesse souriante avec M. Anatole France et au souvenir de M. Ranc racontant sa vie aventureuse de conspirateur non repenti. Des propos extraordinaires sortaient des bouches soldatesques. Faut-il qu'ils soient puissants pour nous avoir traînés jusqu'ici? Ont-ils dû en dépenser de l'argent?
Ah, ah, monsieur Zola ne me connaissait pas quand il a écrit son article. Je n'ai pas l'air d'un homme louche, moi. Je suis entré la tête haute, la poitrine en avant, et j'ai fait le salut militaire. Cette argumentation mimée semblait admirablement éloquente à messieurs d'Ormecheville et Ravary qui proférèrent eux aussi des paroles historiques. Moi qui suis habitué à la sérénité des conseils de guerre, s'exclamait le premier tout fier de ses confortables chaussons de Strasbourg, et l'autre grommela, j'espère bien qu'il sera écharpé avant la fin du procès. Tout à coup, à une suspension d'audience, des cris furieux d'ovation arrivèrent de la salle. Vive Picard, vive Picard. Et voici qu'émus comme des enfants et presque en pleurs, sans crainte du ridicule, nous serrons les mains de l'héroïque et calme garçon qui vient de faire jaillir un peu de lumière dans toute cette ombre. Ce fut la minute décisive où s'affirma contre nous la haine féroce des officiers. Et comme, ce soir-là, tandis qu'ils assommaient un avocat, l'un d'eux s'écria avec bienveillance « Arrêtez-le, mais ne le tuez pas, ce n'est pas la peine ». Quiconque ne portait pas un uniforme estima utile d'imiter désormais le prudent exemple de M. Trarieux. Il était sage d'éviter les suites d'hallucinations collectives, et il y en eut de singulières alors, que si quelqu'un prononçait « La Banque de France », il se rencontrait des fous pour entendre « À bas la France », parce que l'on entend toujours les paroles qu'on désire entendre ou qu'on a coutume d'entendre, tels les sténographes qui écrivirent le général président le conseil de guerre quand un témoin disait le général commandant le conseil de guerre, pour indiquer, j'imagine avec quelle impartialité ces messieurs ont coutume de juger. Les choses irréparables avaient eu lieu, elles étaient fatales. D'heure en heure, le dissentiment s'accrut et s'émerveille qu'il ne soit pas survenu de tuerie entre des hommes obligés de vivre ainsi, côte à côte, dans le tumulte de l'audience, secoués de passions contradictoires et violentes. Les dépositions successives aggravèrent les haines, pendant que M. Jaurès chantait l'hymne de la vérité et de la justice, et vaticinait les futurs désastres, ou que de sa voix lucide, M. Paul Meyer daignait au général de Pellieu un suffisant esprit critique. Derrière eux, des bouches furieuses hurlaient « Cochon, crapule, 12 balles dans le dos », et les moins frénétiques de ces énergumènes répétaient la stupide phrase « Cela durera tant qu'ils auront de l'argent ». On comprenait si bien le danger de tout colloque direct que j'ai laissé sans réponse la sollicitation flatteuse pour ma vanité de l'officier qui, à 4 reprises, voulut bien me chanter aux oreilles quelques-uns de mes vers. Une seule minute de rémission fut celle où, parmi les rumeurs oubliées, un voisin d'audience épris de belles lettres me demanda quel livre grec ou latin il faudrait lire pour goûter en toute connaissance le charme des chansons de Bilitis, les noms de Catulle, de Méléagre et de Théocrite et l'évocation des belles courtisanes dont Athénée raconta la vie nous affranchir pendant trop peu de temps de toutes les infamies et de toutes les laideurs. Cela est le tranquille courage des professeurs que je m'honore maintenant plus que jamais d'avoir eu pour maître. Je ne vois guère que la science ait fait faillite, ni que les savants, quand ils prennent contact avec la vie, soient inférieurs dans l'action aux histrions empanachés. Sans souci des hurlements, messieurs, Paul Meyer, Giry et Louis Havet et d'autres comme M. Grimaud, admirables et touchants vieillards, établirent la vérité, la proclamèrent au mépris de la meute et prirent conscience qu'il fallait faire face au dogme et à l'autorité sous peine de ne pouvoir plus dire dans quelques mois que 2 et 2 font 4 s'il convient à M. de Boisdeffre et à M. de Pellieu de donner leur parole d'honneur de soldats, que 2 et 2 font 5 et de menacer la lâcheté publique de la boucherie et de la guerre, pour peu qu'on se permette d'en douter. Il s'est trouvé en effet que les rhéteurs experts au croc en jambes de la dialectique ne furent en cette affaire ni les professeurs ni les avocats, mais les généraux. Il y a eu, le jeudi 17 février, une minute où ces hommes se sentirent perdus, empêtrés dans les contradictions et les mensonges officiels. Ils avaient eu l'imprudence de discuter des faits précis, et messieurs de Pellieu et Gonze faisaient triste mine en face du colonel Picard, de Laborie et d'Albert Clémenceau.
Il consentait à appeler de nouveau Picard colonel. Il le prenait à témoin que jamais il n'avait été traité en accusé et que le seul reproche oral qu'on lui eût adressé était d'avoir commis une faute militaire grave. Une faute militaire, rappelez-vous, colonel, insinuait M. de Pellieux, prêt à abandonner son Esterhazy. Suspension d'audience. Monsieur de Pellieux consulte Esterhazy et Monsieur Tézénas dans les couloirs et, à la reprise, dans un accès de feinte passion, affirme l'existence d'une preuve postérieure, d'un petit papier Norton qu'il déclare authentique et qui est un faux manifeste et enfantin, comme toutes les pièces colligées par le colonel Sander, y compris la correspondance photographiée entre Guillaume empereur et roi et Alfred Dreyfus, chétif capitaine juif. Ici finit en réalité le débat, puisque dès lors toute contradiction fut interdite, en présence des insolentes déclamations de M. de Boisdeffre, offrant au jury de rendre le tablier sale de l'état-major, avec la complicité du président de Le Gorgue qui bâillonna les défenseurs. Cependant, une scène du drame demeurait encore non jouée, d'une beauté terrible, qui fait honneur à l'imagination du metteur en scène. La main levée du général de Pellieux enjoignit le silence au commandant Comtoisine Esterhazy, appelé de nouveau à la barre, et qui refusa de répondre à ces gens-là. Ces gens-là, les défenseurs. Pendant une demi-heure, les 60 questions d'Albert Clémenceau torturèrent l'homme muet tourné vers le jury, impassible, frémissant, et qui s'essayait à sourire pour dissimuler au dessinateur sa réelle physionomie de grand fauve fatigué, prêt peut-être à quelque suprême sursaut de rage. Les phrases abominables sonnaient dans la salle pacifiée par l'angoisse, les phrases de massacre néronien, les phrases de meurtre vulgaire, les phrases de banale escroquerie. Et l'homme revint s'asseoir, salué d'acclamations triomphales par ses pairs les officiers, à bon droit. Jamais M. Maurice Barrès n'aurait pu concevoir un aussi parfait professeur d'énergie. Il ne reste plus maintenant qu'à promouvoir à la dictature le superbe aventurier de race énigmatique, mais de lignée féodale et pieusement attaché au catholicisme romain. Il est supérieur à Boulanger et même à Napoléon et magnifiquement incapable de tendresse, de pitié et d'émotion. À tout prendre, je préférerais, pour que la tourbe eût un maître tout à fait digne d'elle, Esterhazy à M. de Boisdeffre ou à M. de Pellieux. Personne, du moins, ne pourrait se méprendre. Je préférerais? Non, je sais bien que tout le monde ne consent pas à la tyrannie militaire, et que la justice, la vérité et la raison auront leur jour. Dussions-nous leur ouvrir, hélas, par le fer et dans le sang lustral, une aurore rouge. Et maintenant encore, après la haute et noble déclaration d'Émile Zola, après les indomptables plaidoiries de la Borie et la harangue attristée et fière de Georges Clémenceau, prononcée parmi les hurlements de brutes en délire, après les cris de mort poussés par 1500 bouches de Caraïbes ivres, j'aime saluer les vaincus d'hier et proclamer la gloire auguste de leur défaite au cinquantenaire d'une révolution assassinée par l'Église et par l'armée en ce jour du 24 février 1898. Pierre Quilliard.